Bonjour à tous, je me présente, je suis Corentin Sochard, je suis chargé d'études sur le charançon au sein de l'ITP et aujourd'hui je vais vous présenter en complément de la présentation de Benjamin les travaux qui ont été réalisés sur ce ravageur pour la betterave sucrière. Comme Benjamin vous a déjà présenté la biologie de l'espèce, je vais directement passer aux différentes questions de recherche. Donc concernant le projet Ubelix, en plus des essais que vous a présenté Benjamin, on avait différentes questions qui s'étaient posées sur la biologie de l'espèce. Donc on a une première question qui était de savoir si les femelles arrivaient fécondées dans les parcelles. C'est important pour pouvoir savoir si on peut mettre en place une stratégie de lutte basée sur la perturbation sexuelle. Parce que si elles arrivent déjà fécondées, c'est déjà trop tard. Et la deuxième question qui portait sur en gros, les sites d'hivernation et la reprise d'activité au printemps. En fait, on n'a aucune idée pour l'instant dans l'environnement où se cache le charançon quand il n'est pas en parcelle de betterave. Et ça, c'est assez bloquant pour pouvoir développer un peu la recherche, puisqu'on est incapable de trouver des individus en dehors de la période où ils sont dans les parcelles. Donc voilà, je vais vous présenter ces deux aspects-là rapidement. Donc voilà, comme je vous le disais, on s'est intéressé de savoir si les femelles arrivaient fécondées sur les parcelles ou si elles l'étaient dans les premiers jours quand elles arrivent sur les parcelles. Donc pour répondre à cette question, on a mis en place des captures d'individus assez précocement, donc dès le mois d'avril-mai. Les individus capturés ont été sexés et les femelles ont ensuite été disséquées pour pouvoir savoir si elles étaient matures sexuellement et si elles s'étaient accouplées. Donc, sur la période de fin avril à mi-mai, il y a 44 femelles qui ont été disséquées et parmi ces femelles, il y en avait 70% qui étaient matures sexuellement et parmi ces femelles, 90% qui étaient déjà accouplées. Donc finalement, pour l'instant, la réponse c'est plutôt oui. Les femelles arrivent fécondées dans les parcelles, même s'il y a une petite nuance à ajouter, c'est que là, on a fait des captures à vue, donc on ne sait pas vraiment si le charançon était là depuis déjà plusieurs jours quand on les a capturés, parce qu'il faut savoir que si on les capture à vue, c'est qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont arrivés, donc c'est peut-être pas les tout premiers qu'on capture. Donc voilà, c'est la petite nuance à apporter. Pour l'instant, on n'a pas les outils qui permettent de capturer vraiment, d'attirer le charançon dès qu'il arrive dans les parcelles. On n'a pas de piège à phéromones, mais ce serait dans l'idée d'en développer un pour pouvoir ensuite avoir une précision sur ces observations. Ensuite, concernant les sites d'hivernation, on est parti d'une parcelle très infestée en 2022 et on a cherché autour pendant cet hiver si on pouvait retrouver le charançon dans l'environnement. Donc on a regardé différents types d'environnements. On est parti de la parcelle de 2022. On a regardé dedans pour voir si on pouvait retrouver le charançon. On a regardé dans des bandes enherbées autour, dans différents petits bosquets et dans une parcelle de colza, sachant que là on était sur une hypothèse on a un couvert végétal pendant l'hiver, donc peut-être que le charançon vient s'y abriter. Donc on avait 2 dates de prélèvement, en février et en mars, et on avait différentes méthodes d'échantillonnage qui venaient se compléter. Donc on commençait par regarder dans le sol, ensuite on faisait du fauchage quand on pouvait, quand la végétation était suffisamment haute, et dans les environnements où il y avait des arbres, on regardait aussi sous les écorces. Et malgré toutes ces méthodes et tous ces échantillonnages, on n'a trouvé aucun charançon. Donc voilà, on a dû mettre en place une nouvelle stratégie. Et donc cette stratégie, c'était de mettre des pièges pour essayer de capturer le charançon, non pas pendant l'hiver, là où il est censé être au repos, mais plutôt quand il redémarre son activité. Et donc on a maximisé nos chances en essayant de mettre un maximum de types de pièges différents. Donc on a placé des pièges à émergence, des cuvettes jaunes pour essayer d'attirer le charançon, des gouttières aussi. On placera une tente malaise dans une parcelle de betterave pour essayer de voir si on peut corroborer un peu les observations qu'on peut avoir dans les pièges et les premières observations dans les parcelles de betterave de cette année. Et enfin, un autre dispositif qui est une gouttière avec une vitre qui permettrait d'intercepter en vol les charançons. Donc pareil, comme pour la tente malaise, en fait, essayer d'intercepter les premiers individus quand ils arrivent dans la parcelle. Donc voilà, on essaye de multiplier un peu les types de pièges pour maximiser nos chances de trouver du charançon. Ça, c'était pour la partie sur Ubelix.
Et maintenant, je vais vous parler des autres axes de recherche qu'on a développés au sein de l'ITB. Donc, en 2022, on a cherché aussi à tester différents produits, des traitements contre les adultes, mais aussi contre le champignon qui se développe lorsque le charançon fait des galeries dans la racine, donc le rhizopus, et c'est vraiment lui qui cause les dégâts en betterave sucrière. On a aussi regardé un essai où il y avait de l'irrigation pour voir si l'irrigation pouvait gêner le développement du charançon. Et on s'est aussi intéressé au suivi de charançons adultes, des larves et aussi des espèces d'auxiliaires qui pouvaient être présentes dans l'environnement. Là aujourd'hui, on va pas aborder les essais produits, tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas eu de pression suffisante dans ces essais-là pour qu'ils puissent être exploitables. En fait, pour l'essai de traitement phytosanitaire et de biocontrôle, la pression de l'Ixus était vraiment faible. On a fait des compléments en laboratoire pendant l'hiver avec des charançons que j'avais capturés en fin d'été. Mais voilà, il n'y a pas de résultat à présenter là. Et sinon, pour le rhizopus, on avait de la présence de charançon, on avait pas mal de galeries, mais pas de rhizopus. Donc là, c'est pareil, on n'a pas eu la possibilité d'analyser ces résultats. Donc là, je vais commencer par vous parler de l'essai sur l'irrigation. Donc ce qui a été observé, c'est deux mesures, donc le nombre de trous de ponte, donc laissés par les femelles charançons, sachant que dans un trou de ponte, on a toujours un œuf, et donc cet œuf fait une galerie qui descend jusque dans la racine, et donc c'est ces galeries-là qu'on comptait ensuite au moment de l'arrachage. Et ce qu'on a pu observer, c'est que il n'y avait pas de différence de ponte, quelle que soit la modalité d'irrigation qu'on regardait. En revanche, quand on s'attardait sur le comptage des galeries, ce qu'on pouvait observer, c'était qu'on avait une diminution systématique en fait du nombre de galeries quand on avait un apport d'eau. Et ce, quelle que soit la modalité. On voit qu'il y a quelques différences quand même ensuite entre les différentes modalités d'irrigation. Donc vous avez les dates en dessous, sachant que normalement on est sur une période d'irrigation de mi-juin à mi-août. Donc on avait des déclenchements tardifs, des arrêts tardifs et des arrêts précoces en plus. Et mis à part le déclenchement tardif, on voit que tous gênent plus ou moins de la même manière le charançon. Et ici, vu qu'on n'a pas de perturbation au niveau des pontes, la différence qu'on fait ici, c'est bien au niveau des larves ou des œufs. Et donc l'hypothèse qu'on fait derrière, c'est qu'on a un effet d'irrigation sur la survie des œufs et des larves. Donc ça, c'est une observation qui sera, enfin c'est une hypothèse qui sera confirmée l'année prochaine. Donc je vais mettre en place des essais où je regarderai plus dans le détail le devenir en fait des œufs et des larves pour voir que c'est bien de la mortalité et pas juste que le charançon survit dans le pétiole et fait son cycle dans le pétiole. Donc ensuite, concernant la capture de charançons adultes, donc on a déjà parlé au début, c'était pour répondre déjà à la question de savoir si les femelles arrivaient féconder dans les parcelles, mais aussi pour avoir un peu un suivi de la population au cours de l'année, et s'assurer qu'on avait bien toujours une seule génération malgré des conditions climatiques un peu particulières. On a eu un temps vraiment très chaud, et on sait que ça peut générer une accélération du cycle des individus, et donc produire une deuxième génération potentiellement. Enfin, on le sait pour d'autres espèces en tout cas. Et le charançon, il faut savoir que pour les pays au nord de la Méditerranée, on a une seule génération par an, et au sud de la Méditerranée, on en a deux. Donc c'est pour ça, c'était savoir un peu si on pouvait avoir des conditions particulières qui permettent d'avoir deux générations. Et donc les résultats, ce sont des observations faites entre mai et octobre. On a en tout 730 charançons capturés avec à peu près la même proportion de mâles et femelles. Et on a deux gros pics qu'on peut observer. Donc le premier pic, c'est l'arrivée des individus dans les parcelles, et le deuxième, c'est lorsque la nouvelle génération émerge. Et on n'observe pas du tout d'accouplement pendant l'été, donc ça confirme qu'on n'a bien qu'une seule génération. Et ça viendra être confirmé aussi par la dissection ensuite des individus. Ensuite, on passe à la partie sur le suivi des larves et des communautés auxiliaires. Donc ça, c'est un protocole qui a été mis en place suite à des observations sur le terrain où on voyait déjà assez peu de larves de charançon.
beaucoup de trous de ponte étaient vides, il n'y avait pas de galerie qui en partait. Et ensuite, la deuxième observation, c'était qu'on avait aussi des larves qui n'étaient pas des larves de charançon dans les galeries de charançon. Et donc, on est parti de cette observation, on a mis en boîte de pétri ces larves et ensuite ça a donné des parasitoïdes. Donc on a mis en place un protocole pour essayer de caractériser les communautés d'auxiliaires parasitoïdes des larves de charançon. Donc on a essayé d'échantillonner toutes les zones dans lesquelles on trouvait ce ravageur pour voir si les communautés différaient, sachant que c'était vraiment une étude préliminaire, donc on a fait un nombre assez réduit de pétioles. C'était suffisant pour une journée d'analyse des pétioles ensuite, donc d'avoir une cinquantaine de pétioles par site. Donc une fois qu'on avait les différentes pétioles avec des trous de ponte, on regardait pour chaque trou de ponte si on avait un œuf, si on avait une galerie, si on trouvait le charançon ou s'il était allé jusqu'à la racine. Et ensuite si on avait des parasitoïdes. Et à partir de là, on pouvait avoir le graphique que vous avez à droite qui en gros détermine la survie de chaque, ou la mortalité plutôt de chaque stade immature du charançon. Donc tout en haut vous avez la mortalité des œufs. Donc c'est tous les cas où on a un trou de ponte et où on n'a pas de galerie derrière. Donc ça fait 70% d'individus quand même qui meurent dès le stade œuf. Ensuite on a 20% des individus au total, donc 58% des larves qui meurent, et donc seulement 13% des charançons qui survivent jusqu'à l'âge adulte. Si on cherche dans le détail pour la partie des larves et qu'on observe en rapport avec la présence de parasitoïdes, on a 30% des larves qui sont tuées par un parasitoïde, sachant que ce chiffre varie entre 9 et 60% selon les sites observés. Donc voilà, on a quand même une forte proportion d'individus qui sont tués par des parasitoïdes. Sachant qu'on a également des parasitoïdes, certainement des parasitoïdes d'œufs, en tout cas on en a certaines traces, mais qu'ils n'ont pas du tout été observés parce que on est arrivé sûrement beaucoup trop tardivement dans leur cycle. Et donc concernant les parasitoïdes de larves, on a 5 espèces qui sont sorties, dont 2 espèces majoritaires, Bracon intercessor avec la majorité des individus, mais aussi Stenomyelina gracilis avec encore une dizaine d'individus. Donc là, je vous ai présenté déjà tout ce qu'on a fait en 2022, et le dernier point que je vais aborder ici, c'est une technique qu'on est en train de mettre en place cette année pour essayer de suivre le charançon dans les parcelles. Donc c'est un système de radar harmonique. On place une antenne avec une diode, ça s'appelle un réflecteur, sur l'insecte, et avec un outil qui envoie une onde, on est capable de détecter. En fait, l'onde vient se répercuter sur le réflecteur et est recaptée par le détecteur. Et donc comme ça, on est capable de savoir qu'on a un charançon avec un petit tag dans les environs, et on est capable de le retrouver ensuite. Donc on voit 2 utilisations pour cette technique. La première qui est de suivre les femelles au cours du printemps pour essayer de voir quelle est leur capacité de dispersion dans la parcelle, pour essayer comme ça de comprendre un peu mieux la répartition des dégâts dans les betteraves. Et la deuxième qui serait d'aider à l'identification des sites d'hivernation. Mais ça a une implication, c'est qu'il ne faut pas que le charançon migre trop loin de la parcelle, parce qu'on a une détection d'environ une dizaine de mètres en végétation, donc il faut vraiment que le charançon aille dans son environnement proche. Sinon, s'il part à plus d'1 kilomètre, on est sûr de le rater en fait. Donc pour l'instant, on en est encore à la phase de test et de mise au point de dispositifs. Donc pour les réflecteurs, il faut voir que le charançon n'est pas perturbé dans ses déplacements et dans ses comportements. Il faut voir aussi que la colle qui fixe le réflecteur au charançon n'est pas toxique. Donc ça, il y a eu des premiers tests de fait avec les charançons qui ont été capturés en fin d'année et qu'on a gardés en élevage. Donc pour les tests de toxicité, pour l'instant, il n'y avait pas assez d'individus pour tester différentes colles, donc j'en ai testé qu'une seule, mais pour l'instant tous les individus qui ont été testés ont survécu, donc ça c'est plutôt encourageant. Et concernant les comportements naturels, en tout cas pour l'alimentation, on n'a pas de perturbation, mais pour les autres comportements, pour l'instant il n'y avait que des femelles, donc on n'a pas pu tester les comportements de reproduction,
de ponte. Donc les premiers individus qui seront capturés au printemps serviront à calibrer encore un peu plus cette méthode. Donc voilà des résultats préliminaires où on a une faible toxicité. En tout cas, une colle qui a l'air de bien fonctionner et qui n'est pas toxique, et une perturbation alimentaire relativement faible. En tout cas, pas de différence vraiment observée. Il y aura une deuxième phase qui sera de mettre au point le protocole de recherche. Donc une fois qu'on lâche l'individu au sein de la parcelle de betterave, on ne sait pas du tout ses capacités de dispersion, donc il va falloir savoir en fait quelle méthode utiliser pour rechercher, sachant que l'appareil de détection est assez sensible à la position de l'antenne dans l'espace, donc on a besoin de faire plusieurs allers-retours pour être sûr d'avoir bien quadrillé tout l'espace et d'avoir cherché dans toutes les directions possibles. Voilà un peu du coup pour le tour d'horizon des différentes actions réalisées sur betterave sucrière, qui viennent en complément de ce que vous a présenté Benjamin. Et donc avec tout ça, on espère pouvoir assez rapidement trouver des solutions contre ce ravageur. Voilà, je vous remercie de votre écoute.